Rebonjour et bienvenue au Palais du Pharo, le lieu où le prix Mizrahi a lieu ce matin, un événement organisé par la ville de Marseille et le Fonds social juif unifié Marseille-Provence. J'ai le plaisir de recevoir le maire de Marseille, Benoît Payan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Radio JM. C'est la 4e édition du prix Robert Mizrahi pour le travail autour de l'histoire du peuple juif et de la transmission de la mémoire. Parlez-nous, monsieur le maire, de ce que vous avez vu du travail de la lauréate récompensée aujourd'hui. Bon, d'abord, c'est une grande fierté que d'organiser le prix Robert Mizrahi. Je veux dire 2 mots de Robert, qui est une mémoire vivante du peuple juif, une mémoire vivante de cette ville. C'est un petit cachet qui a une histoire qu'il a racontée, qu'il a tenu à raconter. Perpétuer cette mémoire pour que jamais on oublie. Et donc je veux redire que le prix Robert Mizrahi, et je veux bien évidemment remercier Lionel Stora, toute l'équipe du Fonds social juif unifié d'avoir mis en place ce prix. Parce que au moment où on voit des actes antisémites ressurgir, au moment où on voit que cette pensée infecte toute une partie de la société, des pans entiers de la société, se souvenir, rappeler, faire ce travail de mémoire et de salubrité publique et d'intérêt général. Et je veux remercier le Fonds social juif unifié, son président, d'avoir vraiment travaillé à la mise en place de ce prix. Et je veux le dire, parce que c'est le moment de le dire et de le répéter. La mémoire, ça a du sens. Et ce qu'a fait Zelda, vous me parliez tout à l'heure de la lauréate, est un travail extraordinaire. Elle a 15 ans et elle est allée interviewer, faire parler quelqu'un qui se souvient. Elle n'a pas connu son arrière-grand-mère, elle l'a dit, mais finalement elle a fait revivre son arrière-grand-mère. L'histoire de son arrière-grand-mère et l'histoire tragique du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire tragique de la Shoah, ce qu'on a tendance à oublier, ce qu'on a tendance à minimiser, ce que certains ont qualifié de détails de l'histoire. Et à 15 ans, elle a fait un travail d'une remarquable maturité. Elle l'a fait de manière scientifique, elle l'a fait aussi de manière tout à fait émouvante. On a vu un travail de mise en photo, de mise en perspective, un travail historique où on voit l'histoire de cette famille à travers le travail de Zelda, cette blessure, cette cassure, cette meurtrissure de la Shoah, et puis ensuite la vie. Et c'est ça aussi la force incroyable du peuple juif, celui que de faire de la vie quelque chose d'essentiel et de central dans notre humanité. Alors Robert Mizrahi est un symbole au même titre que Denis Toros-Marter que vous avez honoré lors du dernier conseil municipal en donnant le nom à 2 établissements scolaires du 9e arrondissement. Pourquoi ce choix symbolique, Benoît Payan ? Denise comme Denis, chacun avec son histoire et chacun à sa manière, sont des symboles de notre ville, sont des mémoires vivantes, sont des lumières vivantes. En réalité, je crois qu'ils sont des trésors vivants de notre ville et les honorer de leur vivant était quelque chose d'essentiel pour moi. Il faut profiter de leurs mots, il faut profiter de leur présence, de leur force, de la jeunesse, de leur regard. Ils ont vécu une histoire qui est difficile à comprendre, une histoire qui a été tue pendant trop longtemps. Ils ont été les témoins vivants d'une histoire qui a été niée par quelques-uns, mais ils ont parlé et ils ont raconté. Ils l'ont fait sans haine. Ils l'ont fait avec ce désir permanent de dire ce qui s'était passé. Denise nous a raconté qu'au moment où sa famille partait vers les chambres à gaz, certains se sont retournés vers elle en lui disant « Si tu t'en sors, raconte ». Et c'est ce qu'elle a fait, comme ce qu'a fait Robert. Et donc nommer une école, graver dans le marbre le nom de Denis Toros-Marter, inscrire le prix Robert Mizrahi dans les couloirs du temps, cette œuvre de salubrité publique, c'est se souvenir tout le temps que ça a existé, mais que ça peut recommencer. Et on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre. On sait que l'antisémitisme n'est pas mort et que depuis le 7 octobre, au-delà des attaques inqualifiables, sans nom, minables du terrorisme islamiste du Hamas, d'autres se sont saisis de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, de cette guerre qu'on ne peut pas accepter parce qu'on ne peut qu'appeler la paix de nos voeux. D'autres se servent de ça pour instrumentaliser tout ça, pour faire vivre une forme d'antisémitisme que je rejette, que j'abhorre,
que je vomis, excusez-moi des termes, mais je n'ai pas d'autres termes pour parler de l'antisémitisme. Justement, est-ce que le contexte international et notamment l'impact en France de la situation au Proche-Orient vous conforte dans l'idée que ce type de travail sur la mémoire est incontournable, Benoît Payan? J'ai toujours été convaincu de la nécessité de faire travailler la mémoire. Notamment à travers la jeunesse. Notamment et particulièrement à travers la jeunesse. Je crois que ça commence à l'école. C'est pour ça que nommer une école a du sens. Ça commence à l'école. On apprend à vivre ensemble, on apprend à connaître l'autre, on apprend l'altérité à l'école. On apprend ce que ça veut dire que de croire ou de ne pas croire. Et je crois que ça n'est pas trahir la laïcité que de dire ça. Mais tant qu'on continuera de faire de celui qui n'est pas comme nous, ou de celui qui ne prie pas le même Dieu que nous, un étranger, un homme ou une femme à abattre, on continuera à avoir des divisions. Et donc il faut sans cesse expliquer ce qu'on a en commun, parce qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. C'est aussi le témoignage de cette ville, c'est aussi l'histoire de cette ville. Elle s'est faite parce qu'il y avait des juifs, parce qu'il y avait des arméniens, parce qu'il y avait des musulmans, parce qu'il y avait des italiens, des catholiques, des gens qui ne croyaient à rien. Elle s'est construite comme ça. Et on a réussi. Il y a des moments de l'histoire où on réussit à vivre en paix. Mais c'est quand il y a des hommes de paix qui se battent contre ceux qui veulent nous diviser. C'est quand il y a des femmes de paix qui gouvernent à notre intelligence que les choses peuvent bien se passer. Et c'est pour ça que, et je le dis aux politiques qui se comportent quelquefois de part et d'autre de manière minable en voulant nous diviser, que ça n'est ni le moment ni le lieu de nous diviser, mais qu'au contraire, il faut toujours prôner le rassemblement sans jamais faiblir, jamais, jamais, jamais face à l'antisémitisme. Et donc il y a les mots et il y a les actes aussi. Et moi je suis pour traduire tous les antisémites devant des tribunaux. Je suis pour qu'ils soient condamnés, pour qu'ils soient poursuivis. Bien sûr qu'il faut dire les choses, qu'il faut les répéter, c'est mon rôle. Mais l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, et ça n'est pas une idée. En France, c'est un délit. Et un délit, c'est puni par la loi. Eh bien les antisémites doivent être punis. Vous faites, depuis que vous êtes en poste, de la lutte contre l'antisémitisme l'un de vos chevals de bataille. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être fait aujourd'hui pour éviter la stigmatisation de la communauté juive en France, comme on peut le voir, par exemple, dans certaines grandes universités françaises? D'abord, on doit éviter l'importation du conflit israélo-palestinien, qui est quelque chose qui ne peut que nous diviser. En poussant et en retranchant chacun dans un camp, les uns prenant la défense des uns, les autres prenant la défense des autres. Or, c'est un conflit qui est loin, pour lequel on peut avoir bien évidemment, et on doit avoir des idées. Moi, j'ai des idées très claires là-dessus, mais nous n'avons pas le droit d'importer ce conflit. Nous n'avons pas le droit, nous, de nous diviser sur la base d'un conflit. Nous pouvons qualifier les choses, nous pouvons en parler sereinement, mais rien ne justifie qu'on importe de l'antisémitisme pour... Mais c'est pas le cas aujourd'hui en France. Mais c'est ce que je vous dis. Rien ne justifie ça. Rien, et à aucun moment ne peut justifier ça. Vous savez, j'ai dans mon conseil municipal des gens qui tentent d'importer dans le conseil municipal de la ville de Marseille, où on parle de voirie, de stationnement, d'écoles, où on parle d'espaces verts, où on parle de Jeux Olympiques. Certains tentent d'importer le conflit israélo-palestinien parce que certains se nourrissent de ça. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que sur la violence, le malheur, la mort, la sidération, certains fassent chou gras. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, c'est indécent. Et donc, on doit justement aller à la base, commencer à parler aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais dès qu'ils entrent au CP, non pas du conflit israélo-palestinien, mais de ce qu'est la différence, en expliquant que c'est une richesse, en expliquant que on peut s'appeler Jonathan, on peut s'appeler Mohamed et avoir quelque chose en commun, et que on peut prier un même Dieu ou un autre Dieu, on peut ne pas prier du tout et avoir des choses en commun. On peut aussi considérer que ce qui nous rassemble doit être plus fort. Certains veulent considérer que c'est ce qui nous divise qui nous rend plus forts. Ça, l'histoire nous a déjà montré où ça conduit. Monsieur le maire, ce mercredi 8 mai sera organisé l'un des événements les plus importants que Marseille n'ait jamais accueilli, l'arrivée de la flamme olympique par le Bélem sur le Vieux-Port devant 150 000 spectateurs. Comment appréhendez-vous ce rendez-vous avec l'histoire? D'abord, c'est 150 000 sur place, et c'est 1 milliard. 1 milliard, on attend 1 milliard de téléspectateurs. Pour cet événement, Marseille va être au centre du monde et j'ai voulu en faire un événement évidemment festif parce que on vit des moments, vous l'avez dit, qui sont anxiogènes et qui sont angoissants. Donc on a aussi besoin de se retrouver dans des moments où on peut partager des choses en commun.
où justement nos différences peuvent s'effacer devant ce qui peut nous rassembler. Et l'olympisme, ce sont des valeurs qui sont de belles valeurs, des valeurs de dépassement, où on apprend à gagner et à perdre, où on apprend à se dépasser et à se grandir. Donc accueillir la flamme, pour nous, les Marseillais, encore une fois, notre histoire, elle s'est faite finalement par notre histoire grecque. Il y a 2600 ans, il faut jamais qu'on oublie d'ailleurs, c'est bien Radio JM, Radio Juif Marseille, Marseille est plus vieille que la France. Marseille a été Marseille avant que la France ne soit la France. Marseille, il y a 2600 ans, il se trouve que ce sont des Grecs partis de Phocée qui ont fondé cette ville. Et je trouvais formidable le symbole d'une flamme qui parte de Grèce, qui parte du Pirée et qui arrive ici. Et donc dans un moment de liesse, dans un moment de partage, mais populaire, parce que j'ai voulu que ce soit populaire. J'ai voulu que justement ce soit accessible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'inscription, qu'on soit dans une sécurité maximale, bien sûr, parce que pour moi la question de la sécurité est essentielle. Parce que pour qu'une fête se passe bien, il faut qu'on s'y sente bien et qu'on soit en sécurité. Mais j'ai voulu, évidemment, on a voulu que ce soit une belle fête et une grande fête. Il va y avoir toute la journée, et donc j'invite évidemment les auditeurs de Radio JM à venir, des événements, il va y avoir des ateliers, et puis on va pouvoir à partir de 9h du matin voir le Belém arriver. Le Belém, c'est un trois-mâts français qui a une sacrée histoire. C'est un des plus beaux bateaux français. C'est lui qui porte la flamme. Là, au moment où je vous parle, il a déjà dépassé Naples. Il est en train de remonter vers la Sicile. Il va aller vers la Corse. Et le 8 mai, il arrivera en rade nord. Et il va faire des tours dans la rade avec une armada, avec 1000 embarcations, avec des Marseillaises et des Marseillais à bord. Il va porter cette flamme. À 19h, il va entrer dans le Vieux-Port, dans une cérémonie qui va être à nul autre pareil. Il y aura évidemment le chef de l'État, il y aura des grands sportifs, il y aura des artistes, et puis il y aura nous, les Marseillais, qui seront là et qui allons admirer quelque chose de merveilleux. Il va y avoir l'orchestre philharmonique ici, dans le Palais du Pharaon, où on est ce matin, qui va jouer la 5e de Beethoven au moment où le bateau va arriver. Il va y avoir après un concert, il va y avoir... enfin, je ne veux pas tout dire. Je préfère que il va y avoir viennent. beaucoup de choses, Voilà. et tout sera gratuit. Vous avez tenu à ce que ces festivités soient entièrement gratuites et accessibles à tous les Marseillais. Vous savez, je vous donne juste un exemple. Pour la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, il y a des places qui vont se vendre jusqu'à 2700 €, c'est le prix de la place. Bon, 2700 €, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de se payer une place à 2700 €. Nous, c'est 0 € pour tout le monde, toute la journée. Beaucoup de Marseillaises et de Marseillais craignent pour leur sécurité dans ce type d'événement. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que tout sera fait D'abord, pour que les choses se passent bien ? Si on a été choisi, c'est parce qu'on a montré qu'on savait organiser à Marseille. On a accueilli 2 événements de dimension internationale, la Coupe du Monde de rugby et la venue du pape. Et on a montré qu'on était capable de déployer des dispositifs de sécurité tellement pointus, tellement forts, que la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, la sécurité de l'événement était complètement prise en charge. Le risque zéro, il n'existe pas. Mais on fait tout pour que ça puisse bien se passer. Comment on va faire ? On va déployer 8000 forces de sécurité sur le Vieux-Port. Il y aura une sécurité subaquatique, une sécurité aérienne. Il va y avoir un Mirage 2000 qui va tourner autour de la ville. Il va y avoir un AWACS qui va brouiller évidemment toutes les connexions qui pourraient être néfastes. Et il va y avoir évidemment des palpations, parce que moi j'ai voulu que le Vieux-Port soit comme un stade à ciel ouvert. Mais dans un stade, on fouille les gens, parce que comme ça se passe mieux. C'est comme ça que ça va se passer. Je veux qu'on y aille tranquille. Et donc, c'est vrai qu'on serre un peu sur la sécurité, mais c'est pour que la fête se passe bien. Dernière question, Benoît Payan, on va parler des relayeurs de la flamme olympique. Parlez-nous donc de ces personnalités qui vont avoir la chance de porter cette flamme à travers Marseille. Vous n'allez pas être relayeur de la flamme. Non, je ne vais pas être relayeur de la flamme. Vous n'avez pas voulu? Non, je ne peux pas être relayeur. Je peux pas être relayeur de la flamme. Je trouve que les politiques, de temps en temps, gagneraient à se mettre un peu de côté et à ne pas être tout le temps dans la surexposition. C'est pas le moment de parler de tout ça, mais des fois un peu d'humilité, ça fait pas de mal quand on fait de la politique. Donc moi je vais faire comme tous les Marseillais, je vais assister au spectacle et il va y avoir des gens mais qui sont extraordinaires. Ça va aller de Nicole Ferroni qui nous fait rire, qui nous fait des chroniques absolument incroyables, jusqu'à Colette Cataldo. Alors Colette Cataldo, c'est la doyenne des supporters de l'OM. Colette, elle a plus de 80 ans, elle va être relayeuse. On va aussi avoir Albert Corrieri, il a 102 ans Albert. Et donc on va aller de 20 ans à 102 ans
avec des Marseillais qui viennent de tous les quartiers, qui sont de toutes les origines et qui vont porter cette flamme et qui vont porter ce message, ce témoignage d'une ville que je veux voir unie, parce que c'est ça notre force. Merci beaucoup, Merci Benoît Payan, maire de la ville, et puis bon courage pour ces jours à venir. Merci. On rappelle que le 8 mai va commencer dès le matin avec les cérémonies évidemment officielles, et puis elle va se poursuivre toute la journée, et jusqu'au soir, où il y aura avec un grand concert, un concert gratuit de soprano. Bon, merci à vous, merci. À très bientôt. Lionel Stora, bonjour. Bonjour, vous êtes à tous les président auditeurs du Fonds social Juifs Unifiés Marseille-Provence. On a l'habitude de vous avoir au micro de Radio JM. C'est toujours un plaisir. Vous êtes l'organisateur de ce prix Robert Mizrahi, ici au Palais du Pharaon, cette 4e édition. Pourquoi organiser un tel prix à Marseille? Expliquez-nous la symbolique derrière ce prix. Alors, c'est assez naturel en fait. On peut rappeler que le Fonds social Juif Unifié s'est créé après la guerre pour accompagner les rescapés, les enfants de rescapés de la Shoah dans leur reconstruction. Et le travail de mémoire, en fait, s'inscrit naturellement dans ce travail. Donc, il y a 4 ans, on a voulu impliquer les jeunes. On a voulu utiliser, en fait, certains de nos domaines de compétences, la jeunesse, l'éducation, pour impliquer les jeunes dans une démarche pour que ils s'impliquent dans la transmission de la mémoire. Donc l'idée était assez naturelle pour nous, et puis on a souhaité donner le nom de ce prix, le nom de Robert Mizrahi à ce prix. D'abord parce que Robert incarne beaucoup de choses, c'est un enfant caché, c'est un militant inlassable, c'est un témoin. Il a été lui-même en son temps président du Fonds social Juif Unifié, président régional, et il a un parcours de vie qui incarne totalement ce qu'on cherche à transmettre dans ce travail de transmission de la mémoire. Donc tout ça était assez naturel. Et j'ajoute que on a souhaité que ce prix ne soit pas une espèce d'entre-soi, mais au contraire, que ce soit ouvert sur la cité, inscrit dans la cité. Et c'est pour toutes ces raisons, Robert Mizrahi, Marseillais, enfin tout ce contexte, l'histoire de Marseille, la rafle de 42, etc. Tout ça qui fait que, toutes ces choses-là qui font que nous avons souhaité que la ville de Marseille s'implique en fait dans ce prix, pour que ce soit les pouvoirs publics aussi qui soient impliqués et la société entière. On sent que Benoît Payan, le maire de la ville, est particulièrement attentif à être rattaché à ce type d'événement mémoriel. Ce que je peux vous dire, c'est que dès que je lui en ai parlé, à la création du prix, il a été intéressé, moteur et enthousiaste. Et depuis, il est vraiment à nos côtés pour porter ce prix et pour donner une caisse de résonance à ce prix. Donc concrètement, vous demandez à des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, c'est à peu près ça, de faire un travail mémoriel autour des rescapés de la Shoah. C'est bien ça? C'est ça. Les gens comprennent. Oui, l'idée en fait, c'est que les témoins sont de moins en moins nombreux, naturellement, enfin malheureusement, et le seront de moins en moins. Et l'idée, c'est vraiment que les jeunes deviennent en quelque sorte témoins des témoins. Donc c'est une mise en contact avec des témoins, des gens qui ont vécu ce drame, ou des enfants de témoins qui connaissent cette histoire, de manière à ce qu'ils se l'approprient, et qu'en se l'appropriant, ils puissent devenir en quelque sorte témoins des témoins. L'idée, c'est d'infuser effectivement dans la société et dans les générations à venir. Comment vous arrivez à départager justement les travaux qui sont faits par ces jeunes ? C'est difficile. Alors, oui, c'est très difficile par définition, parce que chaque histoire a ses spécificités, chaque histoire a ses aspects émotionnels, ses aspects particuliers, et en fait, il y a un jury qui est constitué d'historiens, qui est constitué de personnes, de sachants. Il y a le mémorial du Camp d'Émile qui fait partie du jury. Il y a certaines personnes qui sont en charge justement à la ville de Marseille du musée de la déportation. Il y a des historiens, il y a des gens qui font partie de l'Académie d'histoire de Marseille, il y a des professeurs universitaires. Il y a en fait un certain nombre de gens, pardon, je ne cite pas tout le monde, il y a un certain nombre de personnes qui ont cette expérience en fait, qui ont une expérience qui leur permet d'avoir un recul et d'avoir un socle commun pour évaluer les candidats. Mais on aura envie de primer tout le monde, vous vous en doutez bien. Évidemment. Est-ce que ce prix n'a pas une résonance particulière aujourd'hui, 5 mai 2024 ?
quasiment 7 mois après les attaques du 7 octobre en Israël, le soulèvement des idées antisémites dans les universités françaises, les otages qui sont toujours retenus à Gaza, plus de 130, avec 3 Français. Est-ce que ce prix n'a pas une saveur particulière aujourd'hui, Lionel Stora? Alors, à plusieurs titres, en réalité, le maire l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on assiste à une importation du conflit qui est incroyable. On a une situation, la situation qui a été vécue, ce drame du 7 octobre, cet acte de terrorisme massif du 7 octobre, qui est une chose. On a effectivement une résurgence de l'antisémitisme qui en est encore une autre. Et puis on a aussi, et ça, je pense que ça dépasse carrément l'entendement, on a aussi une espèce de dogmatisme qui a infusé dans les milieux estudiantins, alors pas seulement dans les milieux syndicaux, dans certains milieux syndicaux, dans certains milieux politiques, mais moi je voudrais m'arrêter sur les milieux estudiantins. Quand on voit que Sciences Po, qui est le temple de la formation des étudiants, en fait, ce qui forge les consciences politiques de demain, quand on voit que dans cette enceinte-là, que cette enceinte devient, même si on peut dire que c'est extrêmement minoritaire, devient le théâtre de l'antisémitisme, ça dépasse l'entendement. On a franchi un cap. J'ai cité un exemple tout à l'heure que je vais reprendre, si vous le permettez, très rapidement. Je pense qu'on a affaire beaucoup à du dogmatisme et aussi à une bande d'ignards, pardon d'employer ce terme, mais c'est la vérité, que tous ces jeunes s'éduquent réellement. Parce que pour militer, il faut être éduqué. Et militer, c'est toujours louable. Avoir des idées de paix, c'est toujours louable. Confronter des idées, c'est toujours louable. Ne pas être d'accord, c'est toujours une bonne chose. Le débat est une bonne chose. Mais le débat ne doit pas être pollué par des idées détestables. Donc, tous ces jeunes, moi je leur recommande de relire l'œuvre de Milan Kundera, qui a été, pourquoi Milan Kundera? Parce que c'est quand même un philosophe, qui a été professeur en France, dans des universités françaises. Et Milan Kundera, dans La plaisanterie, qui est son premier livre, dénonce bien les dangers de la manipulation de l'esprit, dans le milieu universitaire, le danger du dogmatisme et à quel point ça peut gâcher une vie, voire une société entière, si ça infuse trop. Voilà. Donc, moi, j'engage tous ces jeunes à s'éduquer. Ou à participer au prix Mizrahi, pourquoi après, pas. on peut discuter de tout. S'éduquer, participer au prix Mizrahi, c'est une façon de s'éduquer. Cette année, on a 6 jeunes. On n'a pas que des juifs qui participent, Dieu merci d'ailleurs, qui participent à ce prix. Et on a des jeunes qui sont pas du tout juifs, qui vont au contact de témoins et qui ont ce désir, effectivement, d'être acteurs de la transmission de la mémoire. Parce que c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire d'une communauté plutôt qu'une autre. Vous avez d'ailleurs honoré une classe du lycée Provence, donc lycée catholique très réputé à Marseille, avec le prix coup de cœur du jury. Oui, cette année, on a eu, je le disais, c'est un prix qui vit, c'est un prix qui évolue. D'ailleurs, c'est une preuve de vitalité. Et cette année, on a eu une candidature qui est assez atypique, puisqu'on a eu 6 étudiants qui ont décidé de se regrouper, en fait, plutôt que de faire 6 travaux différents, qui ont fait un travail commun avec leurs professeurs de philosophie et qui ont choisi de présenter un travail commun qui est un travail d'une grande profondeur, d'une grande qualité d'ailleurs, qui a une portée philosophique. On peut y lire des références à Hegel. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait. Donc ça montre aussi que on peut de différentes façons contribuer à ce prix. Certains ont fait des photos, prévoient une exposition. Voilà, c'est pluriel. Merci beaucoup Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Merci Laura, et merci à Radio JM qui est un partenaire précieux dans la conduite de ce prix. Écoutez, je suis ravie. Merci à vous, à très bientôt. Bonjour Pierre Huguet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Votre présence est indispensable selon vous aujourd'hui dans le cadre de ce prix Robert Mizrahi. Vous êtes en charge de l'éducation et aujourd'hui on a récompensé des jeunes qui ont fait un travail de mémoire sur l'histoire juive. Donc pour vous c'était incontournable, j'ai envie de dire. Alors comme chaque année, et comme le maire l'a rappelé, nous sommes extrêmement fiers de ces jeunes qui ont participé à ce prix, qui ont produit des travaux de très très grande qualité. Et donc bien sûr pour l'adjoint à l'éducation, c'est essentiel d'être présent aujourd'hui. Et surtout que ça touche ce travail des écoles publiques
publiques, des écoles privées, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans un travail communautaire. Au contraire, l'idée aussi de l'engagement de la ville de Marseille, c'est que ce travail sur l'antisémitisme, sur l'histoire juive, se traduise dans tous les établissements publics. Vous avez parfaitement raison et je pense qu'il faut même l'étendre encore, comme le maire l'a rappelé à plusieurs reprises d'ailleurs. Lorsque on s'en prend à un juif, en fait, à Marseille, on s'en prend à l'ensemble des Marseillais. Et l'antisémitisme est un véritable poison. Alors vous savez que j'ai été enseignant pendant 20 ans, enseignant d'histoire. Et il est fondamental que les jeunes générations s'approprient aussi l'histoire de notre ville. Parce que c'est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que j'ai enseigné l'histoire dans cette ville, j'ai enseigné la rafle du Veldiv, qui est la rafle dont on parle finalement beaucoup, mais celle de l'Opéra de Marseille est passée quasiment sous silence, alors que ce qu'il s'est passé dans cette ville est une véritable tragédie. Et donc c'est véritablement important que les jeunes générations, de quel quartier qu'ils viennent, de quelques convictions qu'ils aient ou de quelques cultures qu'ils ont, eh bien, puissent s'approprier cette histoire parce que c'est notre histoire à tous. Lors du dernier conseil municipal, le maire de la ville a attribué à Denis Toros-Marter le nom d'un établissement dans le 9e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand est-ce que cette inauguration va avoir lieu? Pourquoi le 9e arrondissement? Est-ce qu'on peut avoir des petites infos? Alors je ne sais pas si je pourrais vous dire plus que ce qui a déjà été dit parce qu'en définitive, l'essentiel a déjà été dit. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que en 4 ans, comme conseiller municipal, ça a été certainement des plus beaux moments que nous ayons vécu et ça a été un moment de très très grande émotion et en tant qu'ancien prof d'histoire, c'est vrai qu'il était assez compliqué de prendre la parole derrière, mais pour autant, c'est fondamental et cette transmission est fondamentale. Donc, on a une école dans le 9e arrondissement qui va sortir, comme vous le savez, dans le cadre du plan école, ce sont plus de 15 écoles qui vont être livrées à la prochaine rentrée ou durant l'année scolaire. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Le plan école est en route et il se déploie. Et donc nous avions cette école qui allait être livrée pour la prochaine rentrée scolaire. Et donc c'est effectivement fondamental de pouvoir faire cet honneur à cette dame qui est une grande dame. Alors en tant qu'élu à la ville de Marseille, vous allez accueillir le 8 mai l'arrivée de la flamme olympique aux côtés du maire Benoît Payan. Il y aura également le président de la République, de nombreux ministres, le président des Jeux Olympiques 2024. Les yeux du monde vont observer Marseille pendant cette journée. Est-ce que ça ne met pas un peu la pression, Pierre Huguet? Oui, mais c'est de la bonne pression. C'est-à-dire que là, il va y avoir, je ne sais pas, probablement des centaines de millions de téléspectateurs qui vont admirer notre belle ville. Et puis, il y a quand même une dimension symbolique, c'est que cette ville a été fondée par des Grecs. C'est le Bélème qui va amener la flamme allumée à Olympie. Donc il y a véritablement aussi là une manière de se réapproprier ce passé. Marseille a existé avant la France. Et en tout cas, la volonté de la ville de Marseille, c'était aussi de faire de ce moment, qui est un moment quand même exceptionnel, disons-le, et qui unique dans une vie, on peut unique dire, dans une vie, et donc d'en faire véritablement un moment populaire, accessible à tous les Marseillais et à toutes les Marseillaises. Alors justement, il va y avoir des festivités dès le matin sur le Vieux-Port. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'attendent les Marseillaises et les Marseillais? Des festivités gratuites, de ce que je comprends, des immersions dans des sports qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors déjà, le matin, il va y avoir quand même... Le 8 mai reste une date importante, c'est quand même la victoire sur les nazis et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc moi je serai présent bien sûr avec aux célébrations du 8 mai 1945 et puis ensuite suivra ces festivités. Comme vous l'avez dit, vous avez dit l'essentiel, donc des activités autour de la pratique sportive et puis aussi un concert. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de faire de ce moment un moment populaire, accessible à toutes les Marseillaises et à tous les Marseillais. Et puis, bien sûr, ça ne va pas se limiter au 8 mai. Il y a eu tout un ensemble d'actions et d'activités qui ont été menées dans le cadre des Olympiades culturelles. Vous savez aussi que ce sont des CM2 qui vont pouvoir visiter le stade Vélodrome. Donc tous les CM2 vont pouvoir visiter le stade Vélodrome. C'est plus de 8000 enfants. On a également ouvert la marina lorsque la semaine de l'inauguration, la marina olympique a été ouverte aussi au public scolaire. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment que les uns et les autres prennent du plaisir et qu'on fasse de ce moment un moment de fête et un moment de joie pour
pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre ville. Donc ça va se poursuivre le 8, le 9, le 10. Il faut se renseigner sur le site de la ville de Marseille, j'imagine. Exactement. Moi, j'ai repéré, par exemple, un ballet de jogging au Stade de l'Or qui est absolument incroyable. J'ai vu des images. Ouais. D'ailleurs, je crois que vous êtes partenaire. Évidemment, vous soutenez ces sportifs un peu en herbe sur une activité qui est complètement folle. Il y a des petites surprises. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous vous êtes pas contenté juste d'organiser, d'accueillir. Vous avez aussi mis en avant des activités qui sont un peu atypiques. Oui, parce que finalement, les Jeux Olympiques révèlent quelque chose aussi de plus profond, qui est que cette pratique sportive c'est absolument fondamental. Et donc, l'important, c'est de pouvoir mettre la lumière sur ce moment important, mais aussi de soutenir tout ce tissu, toutes ces activités qui se font tout au long de l'année. Et donc, en effet, c'est une manière aussi de révéler et ses talents et cet engagement que finalement l'ensemble des bénévoles ont tout au long de l'année. C'est aussi une fête pour eux. Merci beaucoup Pierre Je vous en Huguet, prie, merci à adjoint vous. de la ville de Marseille en charge de l'éducation. À très bientôt et bon courage pour les jours qui arrivent puisque ça va être dense, je pense. En effet, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous Patricia Mizrahi, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Radio JM. On est ravis d'être ici dans la 4e édition du prix Robert Mizrahi. Quelle émotion pour vous, fille de Robert Mizrahi, chaque année de venir honorer la mémoire de votre père qui est toujours vivant, qui est magnifique, au premier rang de ce prix. Qu'est-ce que vous ressentez ? D'abord, toujours une grande fierté, un grand honneur qui est fait à mon père, à ma famille, mais aussi, je remercie 1000 fois Lionel Stora d'avoir voulu ce prix du vivant de mon père, et maintenant c'est la 4e fois. Et chacun me dit là depuis tout à l'heure que c'est en plus la plus émouvante. Voilà. Et il y a du succès, il y a plus de 150 personnes qui se sont déplacées ce matin. C'est très très émouvant. C'est dans ces moments où on vit des choses difficiles, de voir tout ce monde, de voir cet amour autour de lui. C'est très touchant. Et puis cette année, en plus de ça, j'ai la chance vraiment de bien connaître Zelda et sa famille. Qui est la lauréate du prix Robert Mizrahi cette année. Et donc l'émotion, elle est doublée par le fait qu'elle ait fait un si joli travail et qui va porter. Voilà. Patricia Mizrahi, est-ce que ce prix n'a pas une résonance particulière aujourd'hui, 5 mai 2024, quasiment 7 mois après les attaques du 7 octobre en Israël, le soulèvement des idées antisémites en France, dans les universités françaises, les otages qui sont toujours à Gaza? Est-ce que ce prix aujourd'hui n'est pas incontournable, indispensable? C'est-à-dire que il a la même résonance que chaque année, sauf que on se dit, ça arrive aujourd'hui, c'est ça qui est impensable. Voilà, on aimerait que ce soit la célébration, la mémoire du passé, et on est dans le présent. D'où, effectivement, comme je l'ai dit dans mon discours, les angoisses que ça soulève pour nous tous. Voilà, donc, voilà. Mais de voir des jeunes qui étaient là, des jeunes comme Zelda qui portent ce message, voilà, ça donne un peu d'espoir, le discours du maire aussi. Voilà. Vous voyez effectivement que la ville de Marseille s'implique dans ce Tout prix à fait. Robert Mizrahi. Vraiment. C'est important que les autorités locales prennent conscience du risque que la communauté juive aussi a aujourd'hui de faire preuve de cette importation du conflit israélo-palestinien. Je crois qu'ils en ont toujours eu conscience, que le maire en a toujours eu conscience, à voir ses précédents discours. Mais c'est vrai que je remercie les mots qu'il a pu dire particulièrement aujourd'hui. Merci beaucoup Patricia Mizrahi. Robert Nizar, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi l'importance de votre présence aujourd'hui au prix Robert Mizrahi 2024. Elle est un peu spéciale, c'est la conservation d'un souvenir, d'une mémoire, et surtout pour lutter contre l'oubli. Et essayer peut-être d'arriver à convaincre les générations qui montent que les événements internationaux sont une chose, et qu'il y a parmi les événements internationaux des points qui se retrouvent d'année en année. Et on est mal placé actuellement pour dire que tout va bien. Au contraire, je pense que la situation est extrêmement difficile. Et il est bon que les jeunes qui crient d'un côté ou de l'autre sachent de quoi on parle et pourquoi, par exemple, il y a cet antisémitisme qui est dangereux
Et l'un des motifs qui m'a poussé à venir, grâce à Jocelyne Arditi, qui est la nièce, l'épouse de mon neveu, qui a mis tout cela au point, j'avais voulu parler de la façon dont j'ai été en quelque sorte initié partiellement à ces problèmes il y a très longtemps par un livre dont je reparle à nouveau mais que malheureusement je n'ai plus sous la main, qui s'appelait Les origines chrétiennes de l'antisémitisme de Jules Isaac, celui qui a fait tous les livres d'histoire de centaines de lycéens. Et j'ai eu le plaisir de voir qu'au cours de l'émission d'Arte l'autre jour sur les origines de l'antisémitisme, il a pu parler également, rappeler que 2000 ans d'erreurs, pour ne pas dire davantage, dans la présentation des religions, ont contribué à accentuer l'antisémitisme. Mais justement, il y a quelques jours sur Internet, une photo emblématique est sortie de rescapés de la Shoah qui tiennent les affiches des otages qui sont encore actuellement à Gaza. Il y a une résonance évidente, Robert Blizzard, de ce qui se passe en Israël, de ce que nous vivons en ce moment en France avec cette poussée de l'antisémitisme. Oui, avec cette différence que le problème d'Israël, malheureusement, me rappelle beaucoup la guerre de 100 ans, en ce sens que ça fait déjà presque 70 ans qu'Israël existe et que les diplomates, dont c'est pourtant le métier, n'ont pas trouvé de solution qui soit acceptable par tous, je dis bien tous. Et acceptable. Et je pense que la présentation des nouvelles est souvent incomplète. C'est pour ça que j'avais trouvé cette émission d'Arte particulièrement intéressante. Bien que je ne sois pas actionnaire d'Arte, je vous signale qu'ils en ont fait un disque qu'ils vendent. C'est un très bon documentaire de Jonathan Ayoun qu'on reçoit régulièrement à la radio également. Il fait un travail. C'est délicat. Alors d'autre part, cette réunion aujourd'hui a montré des jeunes, très jeunes, qui viennent d'avoir le prix pour avoir fait un travail dont on a vu une partie. Et je pense que c'est une bénédiction que des jeunes filles, des jeunes gens arrivent à recréer une ambiance sur une époque qu'ils n'ont évidemment pas connue, puisque c'était il y a 80 ans, dont j'ai encore un souvenir précis, bien sûr, puisque tout a commencé pour ma famille par l'arrestation de mon oncle Simon Nizar, puis son épouse Marthe Nizar, ensuite l'arrestation de la famille David, qui étaient des bijoutiers très connus à Marseille, ensuite, devant tout cela, quand nous sommes partis, croyons-nous mettre à l'abri en Haute-Loire, mon père et mon frère ont été également arrêtés là-bas, remis à la Gestapo à Marseille, et hélas, ils ne sont jamais revenus. Je n'oublie pas ces événements, je n'oublie pas la détresse de ma mère. Nous étions 9 enfants. Je suis moi-même le 8e, je suis né en 1930 comme M. Mizrahi, mais j'ai un souvenir très précis de ces moments-là. Pour vous donner une idée, à 13 ans, en 1943, quand je devais faire ma bar mitzvah, il n'y avait pas les 10 personnes nécessaires au minyan au temple, puisque bien entendu, tous essayaient de se cacher. Les années ont passé, des victoires ont eu lieu, des victoires ou des semi-victoires. Tout n'est pas fini. L'histoire du temps est un éternel recommencement. C'est le moment, c'est pour ça que des réunions comme celle d'aujourd'hui sont si importantes. Et je vous remercie d'en parler. Merci beaucoup Robert Blizzard pour ce témoignage. Je vais accueillir Zelda Zokolowski, qui est donc la lauréate du prix Robert Mizrahi 2024. Bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment après avoir remporté ce prix 2024 du prix Robert Mizrahi? Je suis très honorée et très émue d'avoir gagné. D'avoir remporté ce prix, c'est pas forcément pour gagner que je l'avais fait, mais le fait d'avoir gagné, c'est quand même pas mal. Comment avez-vous travaillé sur le thème de la mémoire et sous quelle forme a pris votre travail? Alors, je me suis beaucoup concentrée sur les photos, parce que sur les photos, on voyait bien que même dans ces moments atroces qu'elle vivait, elle était quand même heureuse. Il y a des photos juste avant la rafle, où elle est avec sa mère porte l'étoile jaune, mais elle sourit, et elle fête son anniversaire, elle fêtait ses 4 ans, et je trouvais ça très très touchant, donc j'ai voulu montrer ça. Pourquoi était-ce important pour vous de participer à ce prix Robert Mizrahi? Déjà, vous connaissiez le prix, et qu'est-ce qui vous a décidé à y participer cette année? Mon père m'a toujours fait grandir dans cette optique qu'on est juif et il faut montrer et être fier de notre histoire.
Et donc je pense que le prix reflète beaucoup ça. Et surtout, on connaissait Patricia. Et mon père, il m'a dit pourquoi pas. Et moi, je me suis dit oui, ça serait bien. Donc j'ai commencé à faire le travail. Je suis allée voir Régine chez elle. On a discuté, on a regardé des photos de famille. Et c'était très touchant. Donc je me suis impliquée dans le travail, quoi. En étant lauréate de ce prix Robert Mizrahi, vous allez partir à Auschwitz dans le cadre d'un voyage mémoriel. Est-ce que vous appréhendez ce voyage ? Oui, quand même. Oui, je sais pas comment je vais réagir, mais oui, je pense que ça va être un voyage très émouvant et je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est un voyage important quand même, que je l'aurais fait, même si je n'avais pas gagné ce concours et que on m'avait offert ce voyage, j'y serais quand même allée, c'est sûr. Et pourquoi pas faire un travail de retour de ce voyage d'Auschwitz, qui sait ? Ouais, peut-être. Ça peut être l'occasion. Vous allez également avoir le privilège d'être présente aux côtés d'élus lors de l'arrivée de la flamme olympique mercredi prochain. C'est un moment historique. Oui. Comment vous vous sentez à l'idée de vivre ça au plus près de l'arrivée de la flamme ? Très très honorée. Je m'y attendais pas. Donc oui, je sais pas avec qui je vais y aller, mais non, ça va être super bien. J'ai hâte. Ça va être super. Merci beaucoup Zelda Merci. Sokolovski, lauréate du prix Robert Mizrahi 2024. Merci. Et félicitations encore. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Radio JM. Avec plaisir, merci de me recevoir. En quoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui, un an après avoir reçu ce prix Robert Mizrahi ? Parce que je trouve que c'est déjà quelque chose de... C'est un prix qui est très honorable. Et l'ayant gagné l'année dernière, je trouvais ça important de revenir et je pense que je reviendrai chaque année. Même si j'avais pas gagné le prix, en fait, c'est un événement qui est important, je trouve. Comme il a dit Monsieur le maire, maintenant il est inscrit dans le calendrier de l'éducation nationale. Et donc pour moi c'était important de venir pour voir la nouvelle lauréate, la féliciter, voir comment en fait ça évolue parce que on est dans un endroit beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière, donc ça prend beaucoup plus d'ampleur et c'est très beau de voir ça évoluer. Pourquoi c'était important pour vous l'année dernière, Naomi, de participer à ce prix Robert Mizrahi ? Déjà, comment vous avez su qu'il y avait un prix Robert Mizrahi ? Parce que pas tout le monde le sait. Et pourquoi vous avez voulu vous lancer dans la bataille ? Alors l'année dernière, j'ai été service civique au Fonds social juif unifié. Donc c'est Benjamin Sidbon qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça un projet vraiment beau sans comprendre forcément en quoi ça consistait en fait. Donc il m'a inscrit automatiquement et j'ai été contactée par Jocelyne Arditi du coup qui est la présidente de la commission du Exactement. Qui m'a donné du coup le contact d'un témoin et en fait ça s'est fait tout seul avec Régine Méchoulane, c'est ma témoin. Ça s'est fait, on a construit une relation en fait et on est encore en contact aujourd'hui. C'est comme ma maman, ma mamie, ma copine. On a créé un lien très fort et ce prix en fait c'est vraiment une connexion entre les générations qui est magnifique. Comment vous avez trouvé le travail de Zelda qui a été honorée aujourd'hui, qui est la lauréate du prix Robert Mizrahi 2024 ? Alors, j'ai pas pu tout lire ce qu'elle a fait, mais la vidéo et le concept d'un sorte de journal avec les photos, exactement, je trouvais ça très beau, très original et je l'ai félicité. C'est très beau de voir une aussi jeune fille participer à ce projet. Merci beaucoup Naomi d'avoir témoigné ici dans notre émission spéciale tournée en direct du Palais du Pharaon. Je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. On va accueillir la présidente du jury, Renée Dreben-Soussan, qui va venir clôturer cette émission. Et on en est extrêmement fiers. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à mon micro, Renée Dreben-Soussan, présidente du jury de ce prix Robert Mizrahi 2024, ici au Palais du Pharaon. Alors moi j'ai envie qu'on parle de ce prix. Déjà, combien de candidatures avez-vous reçues, votre comité ? Combien avez-vous jugé reçu 6 candidatures dans la règle du concours et une un peu hors norme. Une un peu hors norme que vous avez honorée de manière on a donné une citation du cœur. Comment vous arrivez à démarquer les candidats, Renée ? J'imagine que c'est extrêmement difficile. Tout le monde y met beaucoup de cœur, y met beaucoup d'attention. Ah oui, on a le jury comprend des membres de l'Académie de Marseille et des gens qui ont à cœur de remplir leur rôle. Alors, ce que je fais, moi, je donne un tableau de critères
C'est-à-dire qu'il faut noter chaque critère. Une notation par critère. Par critère. Et il y en a une qui est très importante, c'est la fidélité à l'histoire avec un grand H. Ensuite, il y a le style, il y a l'originalité et il y a la façon de présenter les choses. Mais cette année, on a été submergé parce qu'on a reçu deux choses de chaque candidat. La présentation du projet et le projet lui-même. Et la qualité de ce qu'on a reçu était extraordinairement bonne. Donc des difficultés à départager. Finalement, on a dû, c'est moi qui ai pris tranché. Voilà, de trancher en faisant des moyennes arithmétiques, ligne par ligne. J'ai ajouté toutes les notes de critères et ensuite divisé donc pour avoir. Et parce que par exemple le second prix était à un 20e de point du premier prix. C'est vous dire tellement c'était proche. Tellement c'était serré. Et donc la lauréate s'appelle Zelda Sokolowski. On l'a eu à notre micro, on a eu cette chance. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce travail qu'elle a réalisé? Ce qui m'a touché, c'est d'abord qu'elle avait presque 19 sur 20 à tous les critères. Et ceci à l'unanimité. Alors il y avait une petite chose qui gênait un peu, c'est qu'elle a rendu son dossier, son travail un peu après la date limite. Mais bon, le travail était tellement bien fait que finalement... Que vous avez cédé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, et ça j'ai posé cette question à toutes les personnes qui sont passées à ce micro, l'importance de ce prix Robert Mizrahi aujourd'hui, 7 mois après les attaques du 7 octobre, au-delà de la signification, parce que c'est la 4e édition, c'est pas tout neuf. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 5 mai 2024, ce prix n'a pas une résonance particulière? Absolument. Il a une résonance particulière parce qu'il arrive comme une opposition à cet antisémitisme qui se développe un peu partout et surtout dans les milieux d'enseignants et dans les milieux intellectuels et étudiants. Et donc, voir de jeunes étudiants s'engager comme ça, c'est revigorant, ça donne un peu de l'optimisme un peu d'espoir. Voilà, par rapport au futur. Mais il n'empêche que ça devrait se développer davantage. Et moi, je suis pour qu'on ouvre plus la porte de ce prix en l'adressant aux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des élèves de première, de terminale qui peuvent faire ce prix. Et des écoles publiques, privées. Vous êtes ouvert parce que vous avez honoré justement une classe de plus en plus. De plus en plus, parce que ce problème de l'antisémitisme ne concerne pas que les Juifs, il concerne notre société en entier. Et donc, voir refleurir quelque chose qui s'appelle l'antisémitisme en nos jours, alors qu'on a combattu avec le slogan « Plus jamais ça », c'est vraiment bouleversant. Merci beaucoup Renée Dreben-Soussan, présidente du jury de ce prix Robert Mizrahi 2024. Merci. À très bientôt sur notre antenne Radio JM, évidemment, parce que vous êtes une animatrice phare de la radio